Bonjour à tous, bienvenue sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons Marion Saint-Michel, notre invitée, puisqu'on avait déjà eu l'occasion de discuter ensemble. Le son n'avait pas été super quand on avait été à Vierzon. Et là, je la reçois et qu'on puisse avoir un petit coucou, un petit moment, rien qu'à nous, et entre quatre yeux. Voilà. Marion, vraiment, oui, ravie de te recevoir. On avait eu l'occasion d'échanger un petit peu et le cours était très très bien passé. J'avais vraiment envie d'aborder un thème particulier avec toi. C'était justement le traumatisme que nous avions vécu et qu'il fallait peut-être en tenir compte dans la suite des choses. On n'en parle pas suffisamment et c'est quelque chose qu'on peut peut-être informer les auditeurs pour ressentir où est la manipulation à ce niveau-là et comment on peut peut-être sortir de ce trauma. Oui. Alors déjà, pour sortir d'un trauma, mais on va expliquer pourquoi il y a trauma, mais bien entendu, la prise de conscience est essentielle, hein, c'est la première étape fondamentale. Alors pourquoi il y a eu trauma? Il y a eu surtout tentative de traumatiser la population. Je vais expliquer pourquoi je fais cette nuance et pourquoi je parle aussi de cette tentative. Il me paraît évident que la population, pendant la crise sanitaire, je pense que beaucoup seront d'accord, mais je vais expliquer pourquoi, elle a été considérablement maltraitée. Elle a été maltraitée à différents niveaux. Les enfants ont été maltraités avec le port du masque, avec une gestion erratique de l'école, avec tantôt je vais en classe, tantôt je n'y vais pas, tantôt je reste à la maison, avec cette distanciation sociale qui a été portée jusqu'à des choses totalement ridicules, avec des cercles quelquefois au sol pour isoler les enfants. Bon, les enfants ont été vraiment maltraités, les anciens ont été maltraités dans les EHPAD, bien entendu, et les adultes, l'ensemble de la population a été maltraité. Je prends l'exemple c'est vraiment l'exemple le plus minimum, mais il est très important quand même, des publicités d'un goût épouvantable qui ont été faites sur cette dame donc, qui recevait ses enfants, ses petits-enfants pour son anniversaire, et le plan séquence suivant, elle est à l'hôpital avec un tube dans la bouche. C'était tellement manipulatoire, j'ai pensé que cette publicité aurait retiré dès le lendemain. Or, elle n'a absolument pas été retirée. L'autre chose qui a beaucoup maltraité les populations, bien sûr, ce sont les doubles discours ridicules. Un jour c'est noir, le lendemain c'est blanc. Et ça a pour conséquence des effets de sidération ou de dissociation selon les personnes. Alors, sidération, c'est quand on te dit une chose et son contraire, à un moment donné, tu sais, la sidération, c'est un peu le lapin dans les phares. C'est-à-dire tu ne sais plus quoi penser, tu ouvres deux yeux bien grands et en fait tu ne bouges plus, tu ne réagis plus. Et tu finis de ce point de vue-là par être plus facile à contrôler, parce que quand on t'a fait ça plusieurs fois, à un moment donné, tu suis le dernier ordre venu. Tu ne cherches plus à réfléchir. Hein, ça, c'est tout l'intérêt de donner, c'est très connu en ingénierie sociale, à force de donner énormément d'informations aux gens d'une part, qui les sidèrent, et des informations souvent contradictoires qui les sidèrent et qui possiblement les dissocient, c'est-à-dire qu'ils ont les deux en tête mais qui ne savent pas lequel est juste et ils cessent d'essayer de faire une articulation entre les deux. Et à ce moment-là, les gens sont vraiment parfaitement manipulables et contrôlables. Donc, je ne parle pas évidemment, et je vais quand même en dire un mot, de l'obligation, quasiment obligation vaccinale, puisque le pass sanitaire, ça a été une manipulation épouvantable. Soi-disant, on avait le choix entre faire le vaccin ou ne pas faire le vaccin, mais les gens qui ne le faisaient pas étaient exclus de la société. Donc là, on voit bien la perversion de quelqu'un qui prétend, de gouvernants qui prétendent nous donner le choix et qui en fait nous coincent dans un fond de mur, hein, dans un coin de mur, et en fait, on n'a pas normalement le choix. Si on doit aller au travail, si on veut essayer d'avoir une vie qui continue à peu près normalement, et contrairement à ce que disent certains de manière peut-être un peu arrogante ou négative, les gens ne se sont pas nécessairement fait vacciner que pour aller au restaurant ou aller prendre une bière. Hein, la grande majorité des personnes se sont fait vacciner parce qu'au travail, on exigeait ça, parce que pour les jeunes, on exigeait également le vaccin pour aller faire du sport ou pour aller dans les activités collectives. Donc, il ne faut pas croire que c'était si facile de refuser. Hein. C'était extrêmement, pour certains, extrêmement compliqué, voire impossible. Tu fais bien de le souligner parce que je pense qu'il y a aussi ce côté un peu pointé du doigt en disant c'est de leur faute, s'ils avaient refusé, nous on serait pas dans cet état-là. Non, non, de toute manière qu'on le prenne ou on ne prenne pas le vaccin, on était stigmatisés. Et ça, c'est une première étape. Bien sûr. Bien sûr, on peut imaginer que si nous avions tous collectivement tout refusé dès le départ,
mais c'est extrêmement peu crédible au sens où les choses ont quand même été amenées avec beaucoup de finesse. Je pense que même ceux qui ont compris à un moment donné, beaucoup de gens dont je fais partie au début, moi j'ai cru à ce virus. Je me suis dit, ben, on a vraiment un problème, on va faire attention. J'écoutais aussi quelles étaient les consignes. C'est après, à force de contradictions et surtout de maltraitance, quand j'ai constaté à quel point on déshumanisait les gens, le public, hein, la population, comment on les infantilisait, comment on nous infantilisait, on nous traitait comme des êtres pas finis et à qui il fallait vraiment préciser les choses dans le détail pour qu'on ne fasse pas de grosses bêtises, plus les contradictions et les mensonges qui sont apparus assez vite, par exemple sur les masques. À ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Mais c'est pour dire que ça n'était pas du tout donné au départ, hein, et qu'il est important de voir ça aussi. Donc, nous avons fait l'objet, ça c'est une chose importante à préciser, d'une charge agressive extrêmement importante. C'est ce que d'aucuns appellent aujourd'hui les guerres de 5e génération, c'est-à-dire qu'on ne nous a pas envoyé d'obus, on ne nous a pas mis, on nous a enfermés à la maison, mais on ne nous a pas mis dans des abris, mais par contre, on a instrumentalisé nos peurs, on a essayé de faire peur à la population d'une manière totalement excessive par rapport à ce qu'on a su après de la réalité de cette pandémie. Pandémie, disait Sylvain Autreplat. On a manipulé les informations, puisque il y a eu énormément de mensonges, on n'en était pas du tout où on a dit qu'on en était, il y avait beaucoup moins de cas, les hôpitaux n'étaient pas débordés, les cliniques privées n'ont pas été sollicitées, bref, on nous a fait un gigantesque théâtre, mais ce théâtre avait pour objectif de nous abîmer, de nous sidérer, de nous traumatiser. Et pourquoi nous traumatiser? Dans l'objectif probablement de mieux nous contrôler et aussi de tester la soumission des populations. Donc c'était probablement, quand on voit avec le recul, hein, c'est une hypothèse que je propose, mais on est nombreux à penser ça aujourd'hui. Après, peut-être qu'il y a des choses qu'on ignore, mais il faut quand même essayer de comprendre pourquoi on a fait tout ça aux populations. Ça n'est évidemment pas un hasard et ça n'est évidemment pas non plus de l'incompétence. Alors, la question du traumatisme, c'est autre chose. On a fait beaucoup de mal aux populations, on a de les agresser, un peu comme le disait Braque. Je renvoie nos auditeurs qui n'auraient pas encore lu Guerre secrète contre les peuples de Claire Sévrac, qu'il faut vraiment le lire parce que ce livre, elle avait en fait malheureusement tout prévu. Et d'une certaine manière, les choses se sont déroulées de manière très proche de ce qu'elle avait anticipé, alors que, par définition, elle n'avait pas tous les éléments. Donc, je recommande toujours la lecture de cet excellent livre. Et cette attaque contre les peuples avait bien sûr pour objectif de nous traumatiser, et cela a été fait en partie. Alors, pourquoi on ne peut pas être sûr que tout le monde soit traumatisé, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Heureusement. En fait, oui, heureusement. En fait, le trauma, c'est une chose qui concerne chaque personne individuellement. Il y a deux choses différentes. Il y a la charge de l'agressivité ou la puissance de l'événement que l'on fait subir aux gens. Mais sur une même puissance d'événement ou charge d'agressivité, tout le monde ne réagira pas de façon. C'est vraiment selon l'histoire, selon son éventuelle préparation aux obstacles. De ce point de vue-là, souvent des personnes qui ont déjà eu des difficultés dans la vie, qui ont eu un parcours souvent pas très facile, peuvent être beaucoup plus initiées que d'autres. Donc il y a des gens qui, pour une même difficulté, et il ne faut surtout pas en juger en disant, oh là là, cette personne, elle est vraiment trop fragile, voire chochotte, et puis celle-là, elle est vraiment très costaud. On ne peut pas juger de ça, c'est une question de sensibilité personnelle, d'histoire personnelle. Beaucoup de choses sont en ligne de compte, mais la vérité, c'est que le trauma, c'est quand nos défenses sont débordées par l'attaque. Alors, est-ce qu'on peut, là, je me permets de rebondir, est-ce qu'on pourrait dire que ceux qui ont eu l'habitude d'être traumatisés régulièrement ont mieux réagi à cette approche qui s'est passée par rapport à... D'être traumatisés, peut-être pas, parce que s'ils sont encore traumatisés, ça peut justement être très compliqué de rajouter un trauma sur un autre. Par contre, on peut dire que des personnes qui ont eu des vies difficiles, qui s'en sont bien sorties, alors la fameuse capacité de résilience de Cyrulnik, qui là encore dépend de plein de facteurs. Mais je dirais plutôt qu'effectivement, certaines personnes ont pu plus facilement résister, mais il y a plein de critères différents. L'éducation qu'elles ont reçue, si elles ont reçu quand même pas mal d'amour et de sécurité intérieure, l'attachement dans la jeunesse, dans l'enfance, ensuite leur capacité à surmonter les difficultés, leur entourage, enfin, il y a plein de facteurs différents. On est tous différents par rapport à ça.
Mais ce qui est vraiment important, parce que la bonne nouvelle quand je dis ça aussi, c'est que ça veut dire que nous avons cette capacité à nous préparer à la difficulté, aux charges traumatiques que l'ennemi souhaiterait nous envoyer. Nous avons cette capacité de nous y préparer et donc d'y mieux réagir une prochaine fois. Vous voyez, il y a comme un entraînement. J'aime ce très très joli mot de Etty dans Une vie bouleversée, cet auteur que j'aime beaucoup, et qui dit pour la plupart des gens, la plus grande souffrance, c'est leur totale impréparation intérieure. C'est un propos extrêmement puissant et qui nous indique bien en positif qu'il y a un travail. Là, j'anticipe un peu sur ce qu'on va certainement dire après, comment on se prémunit, comment est-ce qu'on peut se préparer, s'organiser à ça. Il y a effectivement une possibilité de s'y préparer. Là encore, ça ne marchera pas nécessairement pour tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est un miracle et un coup de baguette magique, mais quand on connaît, quand on a compris certaines choses, quand on comprend les intentions de ces gens qui essayent de faire du mal, quand on fixe aussi sa conscience à un niveau plus élevé que ceux des gens qui nous cherchent à nous nuire, on a la possibilité de se renforcer en tout cas. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que ça ne le sera pas? C'est une question qui échappe à tout psy, à toute personne. On ne le sait, mais on sait que ça peut considérablement aider. Donc, le trauma, je reviens là-dessus, c'est très important, c'est quand les défenses ont été débordées. Ça dépend donc du niveau des défenses de chacun. Si les défenses sont solides, on peut être choqué, on peut souffrir, on peut passer un sale quart d'heure, on peut trouver que franchement c'est dur et que c'est pas confortable et qu'on peut être dans toutes sortes d'émotions, de colère, de désespoir, de tout ce qu'on voudra, mais ne pas être traumatisé. Le trauma, c'est quand les défenses sont débordées et du coup ça se repère plus ou moins facilement par différentes choses qu'on va peut-être aborder ensemble. Si tu veux, comment est-ce qu'on repère le trauma? Est-ce que ça t'intéresse qu'on rentre un petit peu là-dedans? Oui. J'avais mis quelques petits liens, mais je vais te laisser comme ça aborder et puis on verra si ça doit être complété. D'accord. Comment identifier un trauma, c'est ça qui est très important déjà. Voilà, parce qu'on a un petit peu tendance aujourd'hui, mais ça c'est aussi pour nous affaiblir, à considérer que tout est trauma. Je ne sais pas si tu engueules un de tes enfants le soir un peu vertement, là, tu vas le traumatiser. Bon, non. D'abord parce que justement ça dépend de ses défenses à lui aussi et que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le trauma, là encore, il faut que les défenses soient débordées. Donc, à moins qu'une personne n'ait pas de défense du tout, c'est un peu comme l'immunité dont on nous a dit qu'on n'en avait pas. Il fallait absolument prendre le vaccin parce qu'on n'avait pas d'immunité. C'est faux. On a une immunité physique quand on est atteint par des virus, des bactéries, toutes sortes de maladies. On est très bien équipé pour y réagir. Et on était aussi équipé, bien sûr, pour réagir à ce Covid, qui était une grosse grippe, en définitive. Mais on a aussi une immunité psychique, c'est-à-dire des capacités psychiques, psychologiques, morales, à faire face aux difficultés de la vie, qui, là encore, sont différentes en fonction de la personne, de son histoire et de beaucoup de choses. Mais on a une immunité. Donc, heureusement, toute difficulté, là encore, ne va pas se traduire par un trauma. Néanmoins, comment est-ce qu'on repère? Alors, c'est assez complexe et c'est assez subtil, mais en psychiatrie, on parle souvent de ce qu'on appelle le trépied, c'est-à-dire trois grands types de comportements que l'on peut repérer chez la personne et qui pourraient indiquer un trauma. Là encore, à traiter avec délicatesse, bien sûr, et pas, il y a aussi d'autres raisons possibles aux symptômes que je vais évoquer là. Je pourrais dire, la première chose, c'est que d'une manière générale, quand on connaît quelqu'un et qu'à la suite d'un événement qui, à nous, par exemple, nous semblait banal, on voit cette personne changer considérablement, quelle que soit la façon dont elle change. On peut s'interroger. Ça peut être l'effet d'un trauma. On voit quelqu'un qui était, par exemple, très joyeux, très actif, etc. Elle vit quelque chose qui, de l'extérieur, ne nous paraît pas insurmontable, mais là encore, ce n'est pas nous qui sommes à sa place. Et d'un seul coup, cette personne, elle devient plus secrète, elle devient plus cachée, elle est très sociable, elle reste plutôt toute seule, etc. Vous voyez, les changements de comportement, d'une manière ou d'une autre, peuvent quand même interroger sur l'éventualité que quelque chose ait été traumatique. Mais je reviens à notre petit triptyque. Le premier élément du triptyque, c'est ce qu'on appelle les reviviscences, c'est-à-dire les rappels du trauma qui, en général, un peu comme des geysers, émergent de manière inattendue. Alors, c'est évidemment pas du tout conscient, c'est pas programmé, la personne se dit pas tiens, je vais penser à ça, mais elle fait par exemple des cauchemars
ou bien ça peut être aussi, tu sais, des sortes de passages à l'acte. D'un seul coup, elle acte d'une manière qui est assez incongrue pour les autres, ou qui ne ressemble pas à ce qu'elle aurait fait d'habitude. Par exemple, une crise de colère, quelque chose où une réflexion, tu pètes un câble. Particulièrement avec les émotions. C'est effectivement quelqu'un qui avait plutôt un caractère un peu tempéré et qui d'un seul coup, pour une bêtise, va se mettre en colère ou va prendre une position totalement excessive ou décalée ou illogique. Hein. Donc ça, bon, alors il faut qu'il y en ait plusieurs ou que ce soit très gros. Hein. Oui. C'est pas quelqu'un qui a mal au ventre. Non, on se comprend, oui. De manière excessive, hein, mais ça peut être effectivement ça. Donc ce sont des cauchemars, ce sont des souvenirs, ce qu'on appelle les flashbacks. Hein. D'un seul coup, la personne est saisie par des souvenirs qui la gênent, qui la perturbent, qui sont difficiles à vivre. Comme on vient de le dire à l'instant, ça peut être des réactions trop intenses, une sorte d'hyper-réactivité, des réactions physiologiques aussi, notamment au niveau de la peau. Des gens qui d'un seul coup se mettent à faire des zonas, des choses en tout cas qu'ils ne font pas d'habitude. Et puis, ça peut être aussi quelquefois, et c'est comme ça, mais je vais en parler après, parce que c'est une reviviscence spécifique qui peut être importante de signaler. Donc d'abord, les reviviscences absolument inconscientes, on pourrait dire. Deuxièmement, les évitements, c'est-à-dire que la personne se met d'une autre dans sa vie à éviter certaines situations. C'est parfois très compliqué à décoder, parce qu'elle peut éviter, par exemple, un lieu qui a été un lieu d'agression. Je pense, par exemple, à quelqu'un qui aurait été agressé dans les transports et qui, du jour au lendemain, elle n'a pas parlé de cette agression et éventuellement, elle ne s'en souvient pas. C'est ce que je vais évoquer dans un instant. Oui. Du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, elle ne supporte plus d'aller dans les transports en commun. Bon, questionnement. Il a pu se passer quelque chose effectivement dans les transports. Alors ça nous amène à ce qui est très important en matière aussi de traumatisme, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de traumas qui se soldent d'une certaine manière par une amnésie, c'est-à-dire que la personne n'a pas conscience d'avoir été traumatisée. Soit elle a oublié le fait lui-même, soit elle s'en souvient, mais elle le sous-estime totalement. Alors là, tu vois qu'on est, à mon avis, totalement concerné à ce qui s'est passé pendant le Covid. Oui. C'est-à-dire, si on dise aux gens, mais écoutez, on a très très bien géré la crise, on vous a confiné, mais c'était normal, on a mis des masques aux enfants, ils n'en sont pas morts, comme dirait ma collègue qui a écrit un bouquin là-dessus. Tout ce qu'on a vécu, on a pris soin au maximum de la population. Maintenant, tout le monde rentre dans les rangs, on continue à vivre normalement, il n'y a pas de raison de se faire du souci. Il ne s'est rien passé qui mérite que vous ne soyez pas bien. Quand on tient ce discours aux gens, ils ont une tendance à se normaliser, à considérer que, ok, donc s'ils ne se sentent pas très bien ou s'il y a quoi que ce soit, c'est eux qui exagèrent, ou même ils ne le perçoivent pas du tout. Et là, on risque d'être dans l'amnésie traumatique, c'est-à-dire qu'il y a eu trauma, il y a eu sensation, donc un trauma, c'est quelque chose qui vous a totalement envahi et qui était totalement inacceptable pour vous, sinon vous n'auriez pas été traumatisé. La personne, elle oublie complètement ça. Et là, ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, elle est traumatisée, mais elle ne le sait pas. Et éventuellement, les gens qui l'entourent ne le savent pas non plus. Et c'est là que, très souvent, on retrouve cette idée de reviviscence. C'est souvent à l'occasion d'un contact, même assez sensoriel souvent, que la personne risque d'avoir un souvenir et de recontacter son trauma. Ça peut être... Oui, c'est un peu ce qu'on voit dans les victimes de réseaux de pédocriminalité où ils ont mis de côté ce qu'ils ont vécu. C'est même une question de survie, en fait, pour le cerveau. Tout à fait. Il faut savoir que le trauma, au départ, c'est comme un système de fusible. C'est ça, disjoncteur. Heureusement qu'on l'a. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est tellement fort ce qu'on est en train de vivre qu'on disjoncte. C'est ça. Et donc, quelque part, tout pousse à ce qu'on n'en ait pas conscience immédiatement. Et bien entendu, on risque de retrouver le trauma à l'occasion d'une autre expérience, notamment sensorielle. Ça peut être une odeur, ça peut être un parfum, donc c'est la même chose, pardon. Ça peut être un son, ça peut être un film, ça peut être une situation comme on voit tous les jours aux 20h, puisqu'on ne nous parle que de choses traumatisantes et que de situations
situations négatives. Et je ne suis pas loin de penser que, parce qu'ils ne font que ça, hein, on n'a pratiquement que ça aux 20 heures, que des situations négatives traumatisantes, les cambriolages, les assassinats, les vols, les guerres, etc. Et je ne suis pas loin de penser qu'ils ratissent large et qu'ils savent qu'avec ce type d'informations que malheureusement les gens captent en même temps que le repas. En mangeant. Oui, c'est ça, en mangeant. Et d'autant plus qu'ils sont âgés et seuls, hein, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est les jeunes qui ne regardent plus ces informations, mais ce sont des publics très fragiles qui regardent, et que ça peut être effectivement comme un réveil du trauma, hein, ce dont on a beaucoup parlé avec les programmes MK2, puisque c'est ça qu'ils ont fait, hein, traumatiser les gens de manière extrêmement puissante, les dissocier de manière à ce qu'une partie d'eux oublie complètement ce qu'ils ont vécu, et ensuite les redéclencher à travers un stimuli. Je ne suis pas loin de penser que certains programmes de télévision ont pour objectif de redéclencher le trauma chez des personnes qui ont été sensibilisées. Ils pensent très loin, il ne faut pas croire qu'on a affaire à des amateurs. Non, tout a été étudié. Hein. Bon, ils ont fait quand même des études scientifiques sur tout ça. Hein. On a la preuve. Hein. Je veux dire, au niveau militaire, c'était déjà abordé. Hein. Ce sont des programmes militaires. Il y a eu l'Institut Tavistock à partir de 1928 en Angleterre qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a eu Bernès qui est un des premiers, mais depuis, il a été d'ailleurs un des membres de Tavistock. Enfin, je parle un peu de ça dans le livre, mais bon, il y a d'autres livres que je cite qui en parlent beaucoup. C'est intéressant de se documenter. Il s'agit d'un véritable savoir en psychologie sociale. D'ailleurs, mes collègues sont assez pointus, ils sont formés là-dessus, plus que d'autres. Et donc, c'est un travail d'ingénierie sociale dans le très bien comment manipuler les populations et quels sont les leviers à activer. Et malheureusement, quelles que soient les personnes, quand on nous manipule avec délicatesse, avec beaucoup d'intelligence, on est tous manipulables à un moment ou à un autre. Il ne faut pas croire qu'il y ait des gens qui ne soient pas manipulables. Il y a des gens qu'il est plus compliqué de manipuler, de traumatiser que d'autres, mais en y mettant les moyens, nous sommes tous possiblement manipulables. Hein. Ça, il n'y a pas d'exception. Parce que notre condition humaine est sensible. Oui, oui, oui. Une sensibilité qui nous permet d'évoluer, qui nous permet d'être dans la compassion, dans l'échange avec l'autre, dans le lien. C'est malheureusement la même sensibilité qui peut aussi nous submerger et nous détruire parce que ce qui nous est proposé est insupportable. Donc voilà, là encore, on évite de penser qu'il y a des gens plus faibles que d'autres. Non. C'est différemment, c'est des attaques différentes. Voilà. C'est pas une qui est plus intense que l'autre ou qu'un qui va plus résister que l'autre. Non, c'est si on te touche au point où tu as mal, ben évidemment tu vas avoir mal. Voilà. Exactement. Je donne juste le troisième élément de mon trépied, puisque donc il y avait les reviviscences, tous les évitements, dont l'amnésie, qui est un évitement inconscient. Et le troisième, c'est toutes les réactions d'hypervigilance. Alors ça, ce sont les gens, et là nous en avons beaucoup en ce moment, qui sont dans une anxiété permanente, une vigilance permanente, tous les préoccupent, tous les inquiètent. Hier, j'ai entendu parler, j'étais catastrophée, d'un jeune de 16 ans dans un village français qui ne sort plus de chez lui parce qu'il a vu des images de la guerre des Ukrainiens qui, effectivement, enlèvent ou enlevaient, je ne sais pas s'ils continuent, les jeunes hommes pour les envoyer à la guerre. Et comme lui, il a bientôt l'âge, il est terrorisé, il ne sort plus de chez lui. Donc là, je pense que ce jeune homme a probablement été traumatisé par la guerre en tant que telle. Est-ce qu'il a vu des images? C'est toujours pareil. Est-ce qu'il a vu des images? Mais s'il regarde les informations tous les jours, il va être trop tard. Il risque de l'être. Hein, c'est soit une énorme dose d'un seul coup, soit distiller tous les jours un peu plus de mort, de tristesse, d'anxiété, etc. etc. Hein. Donc il y a plusieurs façons de traumatiser quelqu'un. Toujours est-il que cette attitude de ce jeune homme est une attitude de quelqu'un qui est traumatisé. Donc tout ce qui est hyper-vigilance, hyper-anxiété, hyper-inquiétude, hyper-angoisse, hyper-réactivité, là encore, vous dites à quelqu'un une toute petite contrariété et hop, il vous explose au visage, c'est décalé, c'est excessif. Et l'obsession, le fait de tout le temps aller chercher… oui, tout à fait. Ça fait partie de cette troisième partie. Ça fait partie de cette troisième partie et je dirais que l'inconvénient de ça, c'est qu'à la fois, ça nourrit le trauma et ça le crée possiblement. Ça le crée. Si jamais vous n'êtes pas traumatisé, si vous passez vos journées à aller écouter toutes les émissions, y compris celles que nous sommes en train de faire, je veux dire, voyez, passer la journée… Attention, on est toujours dans les solutions. Hein. Je veux dire, moi, j'essaie toujours d'amener des solutions.
on essaie de donner effectivement des pistes de sortie, des pistes de résilience par rapport à ça. Mais des personnes qui sont dans cet absolu, en fait, ça devient addictif et ça nourrit une peur. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Comment est-ce que ma famille et moi, on peut s'en sortir? Donc, il faut que je sois au courant de tout et je vais chercher toutes les informations possibles. Bon, ça, alors, j'avais fait une petite recherche justement, mais on ne le voit pas. Donc, le cycle infernal d'addiction au trauma. Parce que c'est aussi, ça peut être, c'est là il faut en venir à un moment donné. Parce que c'est un peu la même chose. Donc, c'est addictif, mais il y en a qui sont addictifs à rechercher de revivre effectivement leur trauma inconsciemment. Oui, bien sûr, ça peut être un des effets du trauma, ça. Ça, c'est pas un symptôme, c'est un effet. Non, voilà, c'est ça. Ça, c'est plus un effet. Okay. Mais c'est quand même totalement relié. Ok. Donc ça, il faut, voilà, on en parlera. Ce qu'on appelle les traumas simples et les traumas complexes. Et le trauma simple, c'est quand on a vécu un événement très fort, de manière personnelle ou pour tout un groupe. Et les traumas complexes, c'est quand un type d'événement est sans arrêt répété. Nous sommes, nous, en tant que population, depuis au moins 2020, dans un trauma complexe. C'est-à-dire que la peur qui a été instrumentalisée sur le Covid, elle a ensuite enchaîné avec la peur de la guerre en Ukraine, la peur qu'on nous a dit que les Russes n'allaient pas tarder à envahir également l'Europe. Donc, on passe d'une peur à une autre. Et donc là, il y a un trauma complexe. Si jamais on n'est pas du genre à avoir tellement peur d'un virus, on a peut-être une chance d'être chopé par la peur que les Russes débarquent sur les Champs-Élysées. Et si la guerre ne nous effraie pas tant que ça, on va peut-être avoir peur que la planète ne fonde et que la Terre disparaisse. Je veux dire, à un moment ou à un autre, on va être sensible à quelque chose en fonction de notre terrain de départ, si j'ose dire. Donc là, on est vraiment... Et il y a des gens qui sont sensibles à tout. Toute mauvaise nouvelle supplémentaire, enfin, ou annonce, puisque ça c'est vraiment ce serait une nouvelle si c'était tout le temps vrai. Oui, c'est ça. C'est même pas c'est pas nécessément la réalité. C'est une version qui donne alors qu'elle n'est pas encore là. C'est des peurs qui. Aujourd'hui, des narratifs. Le mot devrait nous toucher vrai parce que quand on fait une narration, on raconte une histoire. Ouais. On peut raconter un conte, on peut raconter. Mais ça n'a nulle obligation d'être la vérité. On raconte, on fait une narration. Donc, ils ont bien choisi le bon mot pour une fois, pas un mot pour nous manipuler, mais le mot qui convient. Nous sommes devant des narratifs dont beaucoup sont totalement biaisés, n'ont pas de réalité solide derrière et sont juste des incantations, on pourrait dire, et des choses dont ils savent très bien qu'elles sont mensongères, mais nous devons tout à fait être pris dans ces narratifs. Oui, tout à fait. J'aime bien qu'on réaborde ce thème. C'est important. Voilà, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, nous avons tous été abîmés, enfin en tout cas, de nous abîmer d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes pas tous traumatisés, mais nous avons tous subi une épreuve, voire plusieurs épreuves. Donc, la première chose qui va être importante aussi par rapport à ça, c'est de repérer les personnes qui sont traumatisées, et quand quelquefois ça peut être nous-mêmes, et à partir de ce moment-là, de les aider en faisant le nécessaire. De les conduire à prendre conscience qu'elles sont trop, peut-être par exemple si elles passent leur journée dans les informations, les vidéos, et en fonction le plus important, c'est pas tellement le temps passé dans les vidéos, mais c'est les émotions dans lesquelles elles sont. Vous voyez, parce que vous avez des gens, dont je fais partie d'ailleurs, qui passent énormément de temps. Du coup, puisque je parle un peu de tout ça, je me renseigne énormément sur ce que les autres trouvent, comprennent, apprennent, etc. Mais tant que les émotions de quelqu'un sont stables et qu'il n'y a pas tous ces signes que j'ai évoqués, bon, il faut quand même faire attention. Il faut s'assurer que la personne garde un mode de vie, qu'elle reste entourée, qu'elle continue à s'occuper des proches, si elle a des enfants ou des proches, qu'elle continue à s'en occuper. Si vous voyez la personne qui s'isole complètement dans ces choses-là, il y a un problème, bien entendu. Il faut garder le contact avec la nature, il faut faire du sport, il faut aller dehors, il faut avoir des amis, il faut vraiment essayer de rester dans une bonne santé globale. Une bonne santé globale. Donc, ça n'est pas nécessairement le temps passé qui devra inquiéter les personnes, mais les émotions, l'état émotionnel, ou même l'état d'énergie vitale dans lequel vous voyez la personne. Vous pouvez avoir aussi des personnes qui ont l'air au niveau des émotions d'être assez sereines, ça va bien, mais vous pouvez les voir s'étioler physiquement, devenir blanc, perdre du poids, ou au contraire prendre 10 kilos, manger des bonbons toute la journée. Donc ok, ils ne font pas d'esclandre et ils n'ont pas d'éruption émotionnelle, quelle qu'elle soit, mais c'est le corps qui parle. Voilà. Il faut être sensible aux
changement que la personne peut avoir. Et si on observe des personnes autour de nous qui changent considérablement dans leur façon d'être, il faut vraiment prêter attention à cela et éventuellement alerter la personne, prendre soin d'elle, poser quelques questions, etc. À commencer par soi-même, bien entendu. Ouais. Ça, c'est la première étape. Parfait. Alors, c'est pour présenter un peu le trauma. Je ne sais pas si c'est assez complet, peut-être. Ouais, mais moi je pense que oui, on a une idée de ce qu'est un trauma. Maintenant, de pouvoir l'identifier, de pouvoir oui, trouver une personne. S'il y a une personne autour de nous qui est dans cet état-là, ça doit nous inquiéter. On doit avoir. Oui, on doit nous alerter. Voilà. On doit avoir un petit système d'alerte. Et c'est pour ça aussi qu'il est totalement inutile, dangereux, contre-productif et au service du pouvoir en plus, de se diviser entre soi, c'est-à-dire entre personnes qui auraient fait des choix à la population, ceux qui auront choisi d'être les autres non, ceux qui auront telle préoccupation pour l'immigration et les autres trouveront qu'il est plus important de s'occuper de l'inflation. Voilà, il faut absolument cesser de se diviser. La division, c'est l'intérêt des gouvernants pervers, de la gouvernance perverse que je dénonce dans mon livre, que j'essaie d'expliquer, surtout, plus encore que je la dénonce d'ailleurs. Donc il ne faut pas, de ce point de vue-là, rentrer dans ce jeu. On fait tous les choix qu'on peut en fonction de la situation dans laquelle on est à ce moment-là. Et comme tous les sujets sont reliés, oui. À partir du moment où on aura compris, on aura voilà, repéré le mécanisme de perversion dans un domaine, on va voir tous les autres domaines, on va comprendre. Si par exemple on a compris comment on a été manipulé pendant le Covid, on va peut-être comprendre comment l'immigration non intégrative aujourd'hui est manipulée aussi par les gouvernants. Et que donc il est un peu naïf de dire que cela va changer et va disparaître et va être traité autrement, puisque ça n'est pas un problème pour eux, c'est au contraire un moyen. Alors je vais peut-être mettre justement ce que j'ai trouvé moi par rapport à ça, si les gens veulent s'informer par rapport à identifier ces traumas. Donc il y a un support que j'ai trouvé, donc comme ça ça laissera l'opportunité. Voilà. Alors j'ai le site qui est noté ici pour ceux qui le veulent, donc n'hésitez pas à le copier. Et alors, il y a identifier ces traumas, un guide pratique, justement, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et comment identifier quand on est dans un choc. Et alors, j'ai aussi trouvé reconnaître les symptômes d'un trauma. Donc là, il y a encore toute une explication. Dites-moi, je vois des choses bien sûr assez. On retrouve ce que j'ai dit. Oui, exactement, exactement. Oui, non, c'est ça. C'est un support que les gens peuvent peut-être aussi utiliser pour parce que c'est important quand même qu'on puisse le revoir et l'approfondir même pour soi, surtout pour soi. Parce qu'on a tendance à vouloir toujours pointer du doigt à l'extérieur en disant oui, mais elle est pas bien ou elle et en fait on ne se regarde pas très souvent et c'est important. Il faut commencer par soi. Voilà, de s'auto-analyser. Par soi, bien entendu, bien entendu. Parfait. Je te laisse continuer. Alors, veux-tu qu'on continue sur comment on peut s'y prendre pour se dégager de ces questions de trauma ou... Je pense que c'est une très très bonne idée, oui. Alors, bon, là, je le développe pas mal dans la dernière partie de mon livre parce qu'effectivement, le plus important, c'est déjà de savoir comment réagir et comment se positionner, en sachant que de mon point de vue, on n'en a pas fini avec les mesures et les politiques visant à nous faire du mal, hein, bien que ce ne soit pas nécessairement traumatique, comme je viens de le dire. Alors, la première chose, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est très très important, le rôle fondamental de la conscience. Alors, d'abord, la conscience avec un petit c. Prendre conscience de ce qui s'est passé, de comment ça a fonctionné tout ça. Parce que je vois bien que même au sein de notre dissidence, je ne sais pas comment il faut appeler, mais enfin des personnes qui ont compris pas mal de choses sur ce qui se passait, quelquefois ce qui est compliqué, c'est de faire le lien entre les choses, de voir comment elles sont reliées. Il faut se mettre dans une position un petit peu méta, c'est-à-dire un petit peu au-dessus des différents dossiers pour se rendre compte qu'ils se renforcent tous les uns les autres. L'immigration permet aussi de renforcer l'insécurité. L'insécurité fait peur aux populations. Des populations permet d'imposer des règles. Vont elles-mêmes demander, des populations apeurées par l'immigration, par l'insécurité, par tout ce qui peut se passer, lorsqu'on nous parle des cambriolages,
cambriolages, les vols, les bijoux de la couronne là, qui sont piqués à Louvre, etc. Et la population, on attend de la population qu'elle se précipite pour demander plus de caméras, plus de surveillance, plus de contrôle, bien entendu, bien sûr, rapidement l'identité numérique, etc. Donc, tout ça, c'est une construction comme un puzzle. Et quand on a compris que c'est aussi un grand cirque, en fait, hein, on nous fait voir une pièce pour que nous rentrions dedans et que nous prenions les décisions qu'ils souhaitent que nous prenions. C'est ça l'ingénierie sociale. C'est ce que Bernays disait remarquablement. Il disait la démocratie, c'est formidable pour manipuler les gens parce que ça prend moins qu'un régime totalitaire où il faut mettre des gendarmes dans toutes les rues, il faut des prisons, des systèmes de répression, c'est quand même assez compliqué, ça coûte de l'argent. En démocratie, vous dites aux gens qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, simplement, quelque part, vous leur laissez plus le choix. Vous les mettez dans des conditions telles qu'ils vont aller exactement où vous avez envie qu'ils aillent. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être rappeler aussi qui est Bernays, puisque c'est le neveu de Freud. C'était le neveu de Freud. Donc, voilà. Il a pris toute la pensée de son oncle et il en a fait un usage très manipulatoire et très subversif. Il savait très exactement ce qu'il fallait. Ce qu'il faisait, pardon, c'était une sorte de marketing manipulatoire. Bon, ça a commencé avec lui. Il n'est pas le pape de tout ça. Enfin, ça n'a pas commencé avec lui. On peut revenir à Machiavel. On peut aller très loin. De tout temps, il y a toujours eu, notamment de la part des gouvernants, des désirs de manipuler les populations pour les amener où ils voulaient. Ça, c'est vieux comme le monde. La base du marketing, en fait. Voilà. Il y a toujours eu aussi, je veux quand même parler de temps en temps, parce que comme je parle beaucoup de perversion, il y a aussi toujours eu des êtres, notamment des empereurs, des êtres et des dirigeants parfaitement clean et propres et sains, et qui, au contraire, se sont consacrés au bien de leur population. J'aime à montrer pour ça, pour ceux qui ont envie de se remonter le moral, n'hésitez pas à lire les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, un très grand empereur romain, et qui explique justement, pour les gens qui seraient désireux de faire un jour de la politique à haut niveau, le sens du bien commun, ce que c'est que, en fait, c'est être au service. Les dirigeants, normalement, que ce soit religieux, politiques, etc., sont des gens qui devraient être au service de la population et non pas se servir de leur pouvoir et de leur position pour leur propre intérêt. Donc, je ne veux surtout pas généraliser en disant qu'il n'y a que des gens comme ça. Mais là, nous sommes quand même confrontés aujourd'hui à cette difficulté de manière plus importante qu'il y a quelques décennies, en tout cas en Europe. Donc, je reprends mon fil, j'étais donc en train de dire le rôle fondamental de la conscience. Donc, il faut déjà, conscience avec un petit c, bien comprendre comment tout ça fonctionne. Ça, c'était l'objectif de mon bouquin. Il y en a plein d'autres, et d'ailleurs, je les cite, parce que moi, je n'ai pas réinventé l'eau chaude. Hein. Il y a des gens qui travaillent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans sur des sujets extrêmement importants. Je cite toutes ces personnes. Par contre, j'essaie vraiment, moi, de montrer les liens. Voilà, ça, mon travail à moi, c'était les liens. Et les liens à travers la perversion. Et pourquoi les liens à travers la perversion? Parce que ça permet de comprendre comment la perversion, en fait, annonce toujours le contraire de ce qu'elle va faire. Voilà. Donc, ça m'a semblé être vraiment un fil conducteur très important pour les personnes qui n'ont aucune raison de s'intéresser à la psychologie, ni à la politique d'ailleurs, et qui simplement se rendent compte qu'on est pris dans quelque chose qui est difficile à comprendre. Donc, voilà, faire du lien, comprendre comment tous les différents sujets sont liés. Après, quand on a pris conscience avec un petit c, il peut être important de travailler la conscience avec un grand C. Mais ça, je la garderai peut-être un petit peu sur la fin. Hein. Oui, ça m'intéresse. Tu sais bien. Oui, je sais bien. Donc, deuxième point, le courage de la lucidité. Ça n'est pas simple d'accepter de voir les choses comme elles sont. Et souvent, ce qui est très, très sous-estimé, souvent dans la perversion, c'est sa méchanceté. La perversion, le pervers jouit du mal qu'il fait. Il y a une dimension d'arrogance, ça nous la voyons quand même bien, je trouve, hein, dans la façon dont la population est. Il y a une dimension de plaisir à humilier, de plaisir à faire du mal, par exemple dire qu'en France, il n'y a pas de culture française. Hein. D'ailleurs, la preuve, on peut piquer les bijoux, c'est quand même des bijoux français, ça, mais bon, vous vous souvenez qu'en France, il n'y a pas de culture française. Les gens qui ne sont rien, on peut croiser dans une gare des gens qui ne sont rien. Personne n'est rien, bien évidemment. Ça nous ouvre à la conscience avec un grand C dont je parlerai après. Donc, repérer à quel point, aller jusqu'au bout du processus et se rendre compte à quel point il y a de la méchanceté
un désir de destruction et d'abîmer les personnes physiquement et moralement, c'est quelque chose à quoi on va tous résister. À un moment donné, on va sous-estimer ça, parce qu'on est des personnes normales. C'est ça, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est pas dans notre mode de fonctionnement. Donc, se dire que la personne a pu faire exprès de nous faire souffrir, c'est très très compliqué pour quelqu'un qui est par exemple en pâte. Exactement. Mais même sans être en pâte, je dirais quelqu'un de normal. Souvent, quand j'ai commencé à parler de certaines choses dans mon entourage, avant même d'écrire le livre, beaucoup de gens me répondaient, avec beaucoup de logique d'ailleurs, mais ces gens-là ont des enfants, comme nous. Pourquoi voudraient-ils c'est pas qu'ils veulent pas le mal de leurs enfants, ils veulent juste laisser à leurs enfants un monde sans les gueux. Je vais reprendre l'expression d'Alexandre Jardin que j'aime beaucoup. Ils veulent un monde sans les gueux dans lesquels leurs enfants seraient les rois. Je ne sais pas de quoi, mais voilà. Il y a beaucoup de psychopathes et de paranoïaques aussi dans tout ça, donc qui ont des visions totalement décalées, excessives d'une fausse réalité. Mais donc on a tendance à sous-estimer. Donc il faut beaucoup de courage pour faire face à la réalité que je décris dans le livre et que nous décrivons tous les jours. Il faut du courage. Il faut trouver ce courage d'être lucide. Et pour ça, il va falloir travailler quand même. Alors là, la psy revient, elle n'est pas partie très loin. C'est important de faire un vrai travail sur soi. Alors dans le travail sur soi, j'ai noté quelques éléments. Je ne veux pas être trop longue. Tu me dis si je ne suis pas trop longue. Non, ça m'intéresse. Donc voilà. Et comme je partage avec mes auditeurs ce qui m'intéresse, tu vois. Donc, je comprends. Voilà. C'est souvent la meilleure façon de les intéresser, hein, parce qu'on est en phase. Donc, la première chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être capable de se regarder soi-même ou de regarder les gens qui nous entourent et de faire un petit bilan d'où on en est. Comment allons-nous? Voilà. Il serait compréhensible et entendable qu'à certains moments depuis 5 ans, nous tous, il y a des moments où nous n'allions pas bien. Ce serait même étonnant qu'il n'y ait pas eu de moment du tout où nous ayons eu un coup de mou, un coup de déprime, un coup de je ne sais trop quoi, chacun selon sa façon de. Donc il est normal, ce qui est important, c'est de s'en rendre compte, d'en prendre conscience, là, de prendre soin de soi et de faire le nécessaire. Alors, dans ce travail sur soi, il y a une chose très importante qui va être de transformer nos émotions. Alors, toutes les personnes qui, depuis 5 ans, sont dans une rage, sans aucune trêve, sont tout le temps en colère, poussent un coup de gueule tous les matins, ils vont finir par se faire du mal à eux-mêmes. Voilà. Donc, transformer nos émotions, c'est un exemple, hein, mais il y a aussi la tristesse ou le désespoir. On ne peut pas. Il est normal de traverser des moments de tristesse et de désespoir. La question va être comment je sors de cette tristesse, comment je me sers de cette tristesse pour prendre conscience et rentrer dans l'action. Alors, donc, je reviens sur la colère. La colère n'est pas nécessairement négative tout le temps. Hein. Si on prend les écrits sacrés, le Christ a été en colère, il a renversé les tables. La colère peut être un mécanisme de démarrage pour quelque chose. Maintenant, si on reste dans la colère à long terme, ça, c'est... Il y a le fait de rester dans la colère, mais quand je parle de transformer les émotions, en fait, c'est vraiment la même émotion qui va demeurer, mais l'idée, c'est de la rendre froide. J'ai souvent l'exemple, j'ai eu pas mal de fréquentation du bouddhisme aussi dans mon jeune temps, et on m'avait raconté cette histoire charmante d'un sage qui faisait une colère face à une situation anormale. Alors, comme c'était un sage bouddhiste, en fait, à l'intérieur, il était totalement, on pourrait dire, flat. Il était totalement serein. Stoïque, tout à fait. Mais comme il avait conscience que là, il y a quelque chose dans cette situation qui n'allait pas du tout, qui était totalement anormal et injuste, il faisait une colère. C'est-à-dire qu'il jouait en quelque sorte, hein, comme ils nous font de l'autre côté. Il se mettait à exprimer une forte colère pour choquer les personnes en face de lui, pour que les gens réagissent. Donc, ce qui va être important, c'est que nos émotions froides. C'est ça la transformation. C'est-à-dire, je suis. Qui ne détruisent pas à l'intérieur, c'est ça. Hein, je veux dire qu'il n'ait pas un impact à l'intérieur. L'émotion chaude, c'est l'émotion qui me prend. Je suis prise par mon émotion. D'ailleurs, on se rappelle qu'émotion, ça veut dire être mu à l'extérieur de soi-même. Hein. Émotion, mouvement et à l'extérieur. Donc, quand une émotion me pousse à l'extérieur de moi, par définition, je suis plus centrée. Hein. Oui. À l'intérieur de moi. Donc, si je sens que ma colère, elle est tellement forte qu'il va falloir que je fasse un coup de gueule tous les matins ou que ça va tomber sur quelqu'un qui n'a rien à voir parce que j'ai besoin d'exprimer de la colère, etc.,
ou quand, par exemple, des gens vont se retourner dans la dissidence, entre guillemets, parmi les gens conscients, vont se mettre à attaquer des gens conscients comme eux. Enfin, voilà, parce que c'est plus facile, souvent, il y a des études là-dessus, c'est plus facile d'attaquer son voisin que la personne qui est éloignée de 500 km. On se fâche plus facilement avec la personne plus proche qu'avec la personne éloignée. Donc ça, c'est des signes que ça... Et qu'il faut... Alors, faire aider parfois par un psy, mais je ne souhaite pas vendre du psy à tire-larigot, ça peut être utile parfois, mais ça peut être aussi quelquefois simplement prendre du recul, aller faire une grande marche, partir en voyage, ou partir en forêt, ou faire du sport, et attendre, voilà, s'arranger pour que les émotions chaudes redescendent. Hein. L'exercice physique et le contact avec la nature, c'est un très bon transformateur d'émotions à soi-même. La créativité aussi peut-être, de faire écrire, danser, chanter. Tout à fait. D'ailleurs, je voyais tout à l'heure dans le document que tu as sorti, la personne qui proposait écrire ses pensées, ce qu'on ressent, etc. C'est une chose qu'on propose très très souvent en thérapie, très utile. Écrire ce que l'on ressent, la créativité, danser, chanter, peindre, peu importe quoi. Mais quand on sent qu'on a trop d'émotions et qu'on est quelle que soit cette émotion, il faut la transformer en quelque chose qui va être positif, en s'aidant au départ avec des activités agréables, rendre compte que cette activité agréable, eh bien, elle nous permet de transformer cette émotion. La colère, c'est souvent un petit peu plus compliqué. Ce qui transforme le mieux la colère, c'est l'action. Ouais. Je prétends que nous pouvons tous agir, je vais y venir dans un instant, mais bien entendu, nous pouvons tous agir à notre niveau avec des choses extrêmement simples, comme ce qu'on a déjà dit ensemble, repérer les gens qui ne vont pas bien, et plutôt que de leur renvoyer encore de la négativité, même s'ils n'ont pas été agréables avec nous, renvoyer plutôt un sourire, une compréhension. Ah ben, j'entends que vous êtes peut-être pressé, excusez-moi, je vous fais peut-être perdre votre temps. Un mot, au contraire, de bienveillance. C'est ça. Quelquefois, vous voyez la personne qui vous faisait des gros yeux l'instant d'avant, plouf, elle se radoucit tout de suite. Ça me fait penser à la Belle Verte. Tu te rappelles quand il a l'accident de voiture? Tout à fait. C'est tout à fait ce genre de choses. Voilà. Ça retourne la situation. Bon, là, il a été complètement... C'était mis à son paroxysme, mais c'est vrai que parfois, dire je suis désolée, vraiment, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès, je ne voulais pas... te mettre à mal. Si vous êtes une dame de 90 ans qui vivait seule, etc., et que vous voulez contribuer à changer ce monde, et ben quand vous sortez acheter votre pain, soyez dans cet état d'esprit. Et vous allez être super utile. Oui. C'est incroyablement bénéfique. Quelquefois, un sourire pour une personne, voilà. Ça paraît peut-être démesuré. Hein. J'entends peut-être des gens qui vont se dire, mais elle est bien gentille, c'est pas comme ça qu'on va se débarrasser des gens qui nous font du mal. Eh bien, malheureusement, si tout le monde s'y met, chacun à son niveau, eh bien, c'est comme ça aussi que les choses vont bouger. Donc, transformer nos émotions. La deuxième chose fondamentale dont tous les ex-dissidents d'Europe de l'Est et de l'ex-Union soviétique ont parlé, notamment Václav Havel, pour qui j'avais beaucoup d'intérêt, de vivre en vérité. Vivre en vérité. Ne pas laisser le mensonge, la perversion, la perfidie, la méchanceté, leurs faux débats, leurs faux procès, etc., passer par nous. C'est ça. Voilà. Être impeccable, de nouveau. Dans l'impeccabilité. Dans l'axe de la vérité telle qu'on peut l'apercevoir. Hein, on peut se tromper, c'est pas le sujet, mais je veux dire, quand on voit qu'il y a un truc énorme, qui est un gros mensonge, etc., le mensonge ne passera pas par moi. Quand on voit qu'un collègue au bureau est harcelé ou maltraité pour de mauvaises raisons, enfin en général ça peut être que pour de mauvaises raisons, sinon il serait juste traité comme il faut, mais quand on voit que quelqu'un est maltraité, etc., si on peut avoir une parole de retenue ou de défense, et si c'est trop dangereux pour soi, eh bien au moins ne pas relayer. C'est ça. Aller voir ensuite le collègue et avoir une parole pour lui. Voilà, ou je ne ferai pas de commentaires là-dessus, je ne rentrerai pas dans ce débat. En tout cas, moi, je ne rentre pas dans ce débat. Voilà. Que la méchanceté, la perfidie, le mensonge et toutes les choses qu'ils essaient de nous faire gober à longueur de journée ne passent pas par chacun d'entre nous. C'est fondamental. En fait, c'est le contraire de la lâcheté. Le contraire de la lâcheté, c'est pas l'héroïsme. C'est la vérité. Oui. C'est la vérité. C'est vivre en vérité. Voilà. Alors après, il y a des gens qui seront peut-être héroïques, mais ça, c'est autre chose. Tout le monde ne peut pas l'être. Et puis l'héroïsme, la plupart des gens qui ont été héroïques, ils disent, moi, j'ai juste fait ce que j'avais à faire au moment où j'avais à le faire. C'est-à-dire qu'ils ont été en vérité jusqu'au bout, c'est tout. C'est ça. Et notre vérité est différente chez chacun. Je veux dire, la vérité qui nous correspond, elle est complètement différente.
Je veux Oui, dire, alors bien sûr, je parle d'une vérité telle que toutes les personnes saines voilà, c'est ça. vont pouvoir le repérer, chacun, de manière communément partagée, sauf par les gens de mauvaise foi. C'est ça, comme si c'était intégré dans nos cellules. C'est ce qui correspond à ce qu'on a en mémoire dans nos cellules. C'est intégré normalement dans nos cellules, et Ouais. même si on essaie quelquefois de nous dire le contraire. Mais Mm. c'est du simple bon sens. Voilà, le bon sens. La vérité, c'est le bon sens, c'est le Mm. réel tel qu'il est éprouvable. Le réel qui fait que ce sont souvent les agriculteurs, les personnes qui travaillent avec la terre, qui travaillent le bois, qui travaillent concrètement avec la nature et avec des choses concrètes, qui ont eu des doutes sur la crise Covid et qui très vite se sont dit qu'est-ce que c'est que ce cirque, plus que des intellectuels, parce qu'ils sont en contact avec le réel de manière extrêmement concrète. Donc, vivre dans le réel. Václav Havel, là, que je pense que tout le monde connaît, je redis peut-être un mot sur lui quand même, dramaturge, poète, premier président de la République tchèque, après 10 ans passés dans les prisons tchèques. Il a été ensuite premier président de la République une fois que le régime communiste est tombé, et qui a publié un livre en 1978 dans lequel il parlait du pouvoir des sans-pouvoirs, en disant, et là je le cite parce que ça illustre ce que je veux proposer aujourd'hui à nos auditeurs, un système totalitaire ne peut perdurer que si tout le monde vit dans le mensonge, que si ce mensonge embrasse tout. Ceux qui choisissent la vérité nient le principe même du système et le menacent ainsi dans son ensemble. Donc c'est révolutionnaire la vérité. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Hein, donc voilà, oui. Chacun peut, voilà. Hein, quand on a 90 ans, on ne va pas être dans la à sa mesure, en fonction de ce qu'on est capable de faire et qu'on ressent la capacité de pouvoir faire. Mais le fait de le faire est un acte de bravoure et un acte de révolution, entre guillemets, hein, je dirais, intérieur déjà. Tout à fait. Alors bien sûr, tout ça va nous mener à la notion de résistance pacifique mais ferme. C'est-à-dire qu'une fois que ce travail personnel a été fait, hein, transformation des émotions, conscience de où on en est, vivre en vérité, eh bien, on va pouvoir, on va commencer à résister ensemble à ça, tout ce qui peut être faux et anormal. Je ne donnerai pas de détails sur les méthodes ici parce que ce n'est pas le lieu, bien entendu, mais j'insiste juste sur l'importance de le faire pacifiquement pour beaucoup de raisons. D'abord parce qu'ils s'attendent à des, on le sait, hein, ils s'attendent à des révolutions, à des colères, à des un peu de pouvoir encore imposer des mesures. Voilà. Toujours pareil, d'abord les gens seront abîmés, on va leur tirer dessus comme ils ont déjà fait avec les gilets jaunes, et puis ils infiltreront le mouvement comme ils l'ont toujours fait, et comme ça un jour la population pourra dire nous on veut l'ordre, on veut la paix, donc on n'est plus d'accord avec ce mouvement et on demande plus de contrôle de la part de l'État. Et hop, la boucle est bouclée. Exactement. Donc il va falloir être plus futé que ça, hein, et plutôt être le grain de sable dans le rouage, utiliser la ruse, l'intelligence, la solidarité, passer dans un entre-soi, au lieu de se diviser, au contraire, essayer de s'unir, hein, sur des choses de ce genre. Alors, voilà, j'ai tout dit. Peut-être un mot quand même sur la conscience avec un grand C, parce que ça, c'est aussi important. Une fois qu'on a pris un peu soin de sa santé et de celle des autres, il va aussi falloir prendre conscience quand même qu'il va y avoir dans tout ça une dose de souffrance qui sera inévitable, malheureusement. C'est déjà le cas. Hein. Je ne dis pas que la dose sera plus importante que celle qu'on a vécue pendant le Covid. Je n'en sais absolument rien. Mais vu leurs objectifs tels que nous les décrivons à plusieurs d'entre nous dans nos livres respectifs, il est peu probable que si nous devons en réchapper, ce soit que dans la joie et la bonne humeur. Donc il y a une notion de capacité à accepter une part de souffrance. Et ça, c'est compliqué dans le monde dans lequel on vit parce qu'on nous a entendu formés à nous désarmer en nous disant d'abord que voilà, tout ce qui était de l'ordre de la vertu et du viril, hein, la fameuse masculinité toxique, était de l'ordre de la virilité, qui est d'une certaine manière, les femmes ont de la virilité au sens où elles ont de la capacité à endurer la souffrance et à pratiquer la vertu. C'est ça la virilité. Bon, c'est beaucoup plus un tropisme masculin, bien entendu, mais c'est aussi possible, chacun à sa façon, d'une certaine manière, du côté féminin. Donc l'acceptation d'une certaine forme de souffrance qui suppose aussi de se rattacher à des choses solides.
Dans les choses solides, il y a cette ouverture de la conscience, qu'on pourrait aussi appeler d'une certaine manière des formes de spiritualité, qui ne sont pas obligées d'être des religions. Après, on peut avoir des personnes qui nous parlent particulièrement, ou des... Bon, moi, je suis chrétienne, je ne m'en cache pas, mais je suis aussi très bouddhiste, parce que je trouve que les bouddhistes ont fait un travail considérable sur le fonctionnement et la compréhension de l'esprit. Et j'ai eu la chance de travailler avec un prêtre catholique et une moniale bouddhiste ensemble. Et la moniale nous disait, je peux dire qui c'est, puisqu'il s'agit de Lama Davina. Vous vous souvenez peut-être de Véronique et Davina. En fait, Lama Davina, oui. Une grande sage bouddhiste qui a été nommée par le Dalai Lama au plus haut niveau pour ouvrir un monastère du côté de Poitiers. Et elle disait, quand je prenais des enseignements avec elle, mon cœur est à... Moi, je suis une moniale bouddhiste, mais mon cœur est à Jésus. Pour dire qu'il n'y a pas de séparation. Ah non, mais moi je suis consciente. Hein. Je veux dire, voilà, moi je n'ai pas spécialement de religion, mais je pense que la spiritualité est très importante et je me base même bêtement sur des neurosciences aussi. Eh bien, alors on peut aussi se baser, sauf que la neuroscience ne nous donnera pas nécessairement le courage, mais ce qui nous donnera le courage aussi, c'est l'amour de nos enfants. Hein. Je veux dire, la soi, hein, je dirais, de s'aimer soi déjà. Bien sûr. Alors s'aimer soi, oui, bien sûr. Se respecter, c'est... Ça peut devenir un peu juste, à mon avis. Oui, on est bien d'accord, mais je veux dire se faire confiance aussi, de se faire confiance qu'on a des capacités qui sont au-delà de ce qu'on nous fait croire. Voilà. Renouer, alors c'est là que tu as tout à fait raison de parler des neurosciences. Les neurosciences, mais aussi c'est vrai, là pour le coup, les spiritualités, nous permettent de renouer avec notre pouvoir réel, nos capacités réelles, qu'ils ne cessent d'essayer, notamment à travers le transhumanisme, qu'ils essaient de ridiculiser. Exactement. Ils essaient de nous comparer à des machines, alors que, comme le dit aussi très joliment Idriss Aberkan, et aussi Emmanuel Darle, ils ont fait qui vient de sortir un bouquin sur l'intelligence artificielle, qui est très réussi aussi de ce point de vue-là. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas de comparaison possible. Notre humanité est infiniment plus riche, plus vaste, qu'elle se relie aussi justement au supranormal. Et là, petit clin d'œil aussi à la physique quantique de Philippe Guillemant ou de Bobola, hein, qui nous parle également de nos pouvoirs qui sont considérables. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de ça, mais il faut aussi aller voir derrière ces choses-là pour prendre conscience de notre rectitude et de notre puissance. Oui. La puissance n'est pas le pouvoir. Eux, ils sont dans le pouvoir. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils sont renoués avec la puissance. Hein, parce qu'il y aura peut-être des moments un peu rock'n'roll et pas très, très agréables. Et puis, dernier point important, dans cette notion de conscience ouverte, c'est l'importance de penser non plus seulement je, justement, c'est pour ça que je faisais un petit commentaire sur ce que tu disais, mais de penser nous. Oui. Parce que la conscience, c'est au-delà de ça. Donc, nous sommes avec le restant. Je veux dire, ça, oui, mais ça, cette notion-là, pour moi, elle est acquise. Je veux dire, on a tous les règnes, effectivement, qui sont repris dedans. Et quand on regarde la physique quantique et quand on regarde les neurosciences, effectivement, nous ne sommes que des particules, mais c'est l'énergie des particules qui nous maintient en tant que corps. Mais sinon, on fait partie tous du même corps qui est beaucoup plus vaste. Donc, voilà, nous sommes une cellule épidermique de l'énergie divine, entre guillemets. Je suis complètement en phase avec ça. Et alors, sur la déclinaison pratique au jour le jour et dans ce qu'on va avoir à vivre, ça veut dire que, par exemple, eh bien, tes enfants sont mes enfants. Oui. Si je dois avoir à veiller sur eux parce que toi tu es parti, etc. Ou si je suis dans une école en tant qu'assistante de quoi que ce soit et que je vois que les enfants qui ne sont pas les miens ne sont pas bien traités ou sont dans le mal-être à cause d'un programme EVARS ou d'une chose de ce genre, je dois réagir comme je réagis pour mes enfants. Donc tes enfants sont mes enfants, mes anciens sont tes anciens, pareil pour les personnes âgées. Ça va être extrêmement important, ça, d'être dans cette sensation, comme tu viens de le dire à l'instant, de corps commun. Nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes des membres d'un même corps. Et nous ne nous en sortirons que tous ensemble. Ça, alors, tu vois, je prends l'exemple, en fait, un corps humain, quand il se déplace, le corps se déplace, bien évidemment. Mais la cellule épidermique, comme je disais que nous sommes, se déplace en même temps. Donc moi, ce qui me rassure, en fait, parce que bon, j'ai cette notion d'être tout le temps dans l'idée quand même que c'est cyclique ce qui est en train de se passer, etc., et que c'est un grand corps, effectivement. Si le corps se déplace, moi, je me déplace avec, quoi qu'il arrive. Et même si je suis pas d'accord, je veux dire, j'aurais pas le choix, parce que je suis la cellule épidermique de ce grand corps.
Donc, je vais dire, les gens qui veulent détruire peut-être la globalité, ils ne pourront rien faire. Parce que au final, la volonté du haute, c'est elle qui décide, cette volonté au-delà, la conscience collective, la conscience globale, elle décide pour nous. Donc là, nous, on doit travailler parce qu'on a un rôle à jouer, parce que la cellule épidermique, c'est pour ça que je ne veux pas déresponsabiliser, hein, la cellule épidermique, son rôle, c'est de toucher, de sentir, de donner des informations. Mais au-delà de ça, il y a des organes comme le foie, le cœur, etc., qui fonctionnent indépendamment, mais qui font partie du même corps, mais qui ont une fonction différente. Pour ça que arrêtons de diviser chaque fois. C'est ça que je dis que c'est triste pour le moment, cette division qu'il y a au sein de la dissidence, parce qu'on n'a pas justement les mêmes centres d'intérêt, et on a l'impression que la personne qui ne va pas fonctionner comme soi, eh bien, elle n'est pas avec nous. Mais si, mais simplement qu'elle a une autre fonction. Elle est dans un autre rouage. C'est tout. Alors, sur le plan des divisions, on peut bien entendu faire l'hypothèse plus que probable qu'on cherche aussi à nous diviser. Hein. Donc, ça, c'est très probable. plus le mouvement, il y a quand même, par exemple, sur la question des injections, moi, j'entends partout, y compris à des gens qui ne pensent pas tellement comme nous, qui n'ont pas la même analyse sur ce qui s'est passé pendant le Covid, j'entends mais des centaines de gens dire qu'ils ne feront plus d'injections. Ouais. Voilà. Donc, ils vont avoir du mal avec ça. Alors, ça relie. Donc, je pense qu'effectivement, ils envoient nécessairement des gens infiltrer certains endroits et essayer de semer la zizanie, etc. Mais ça, c'est vieux comme le monde, ça aussi. Hein. C'est obligé. Et ça me renvoie juste à un dernier point que j'avais noté de partager avec vous tous, là, qui était l'importance, à un moment donné, de faire des choix clairs et précis sur les combats que nous aurons à mener. Alors, ce n'est pas à moi de dire, bien entendu, quel choix, et ce sera des questions peut-être à débattre, y compris dans des émissions comme la tienne, mais nous ne pourrons certainement pas tout vaincre en même temps, et il va y avoir à certains moments des choses sur lesquelles on va extrêmement… D'abord, on a une chance de réussir là. Je pense par exemple au refus de l'injection. Je pense qu'on a une vraie chance de réussir. Entre ce qui se passe aux États-Unis, les informations qui tombent partout, les études qui tombent partout, et l'expérience des gens qui ont fait ou pas d'ailleurs, mais ceux qui n'ont pas fait, ils n'ont pas, voilà, ont fait, qui disent c'est terminé pour nous. Là, je pense qu'on a une vraie possibilité de marquer des points, et ça, c'est extrêmement important. Il y a peut-être d'autres dossiers. Moi, j'y réfléchis, mais je n'ai pas envie de les nommer parce que je ne veux surtout pas décourager, pour lesquels ce sera plus difficile parce que le monde entier s'en préoccupe, tout le monde y travaille, tout le monde veut, par exemple, disons-le, aller vers la monnaie numérique. Voilà. Mais par exemple, on pourrait peut-être se battre pour que la monnaie fiduciaire demeure. Même si on a peut-être l'enjeu vraiment sur lequel on pourrait mettre le paquet. C'est une proposition de ma part, bien sûr, ça ne peut être que ça. Ou en local, tu vois, au niveau local, là, déjà, de garder des monnaies et des billets bien locaux. Sûr, bien sûr. Donc, tu vois, là, il faudra aussi, au fur et à mesure, qu'on soit assez adulte, assez mature et assez unis pour s'organiser. Un peu ce qu'a fait Alexandre Jardin avec les gueux. Moi, je trouve que c'est formidable ce qu'il a fait. Il a été visé juste la politique énergétique qui est fondamentale pour la France et qui en plus a des répercussions sur ça. Donc il a été au cœur du réacteur, au cœur du problème. Bon, après ça va peut-être se compliquer, mais peu importe, hein. Il a mis des bâtons dans les roues, il a gagné du temps, les choses pour l'instant sont au point mort, et ça c'est une victoire considérable parce que c'est la victoire qu'on pouvait aussi obtenir, alors que sur d'autres sujets c'était trop vaste et on aurait perdu nos forces. Oui, donc c'est vraiment de cogiter sur ce qui est pour le moment possible de faire pour ne pas s'épuiser et de pouvoir faire un combat à la fois. C'est ça? Voilà. Et ce que je dis là sur le plan de l'ensemble de la France, de notre population, et peut-être particulièrement des gens qui ont compris comme nous, hein, donc des gens qui nous écoutent, est valable aussi pour chaque individu. Moi, je peux me poser la question dans ma vie concrète, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui a une chance de réussir concrètement? Voilà, sans me faire harakiri parce que je vais m'opposer tout de soir beaucoup plus puissant que moi. Qu'est-ce que je peux immédiatement, que ce soit de l'information, que ce soit aider quelque chose, quelqu'un, faire avancer une idée, faire du lien, etc. Hein, voilà, et peut-être ne pas rester fermé sur une idée qu'on faisait avant. C'est ce que je disais aussi, tout est en mouvement. Moi, j'ai été dans un combat à un moment donné où j'ai testé tout ce qui était fraude du non légal. Donc, refuser, donner mes papiers aux autorités. Je l'ai testé.
j'en avais besoin et je pense que ça fait partie aussi de la confrontation à l'autorité. Tu vois, c'est comme une ado qui va dire à ses parents, vous m'emmerdez. Voilà, j'ai osé, je me suis ramassé une bonne claque, j'ai osé, mais là c'est le début d'une construction en tant qu'adulte. Et donc moi c'est ce que j'expliquais à mes auditeurs. Hein. Je l'ai testé. Est-ce que je suis obligée de continuer à tester? Non. Je peux aussi dire je suis capable de le faire quand il faudra le faire. Maintenant, je vais travailler sur autre chose qui va m'apporter peut-être plus de joie ou vraiment de sentir que ça gagne, que ça réussit. Parce que bon, là, c'était un combat qui demande de l'énergie. Donc, si ça demande trop d'énergie, c'est pas le moment d'aller s'épuiser, comme tu dis. Donc, il y a un timing qu'il faut respecter. Tout à fait, il y a un timing. Et il ne faut pas s'épuiser parce que probablement les plus grands combats sont à venir, que ce soit moralement ou réellement. Même si ce sont des combats pacifiques, ils sont à venir et donc il faut se préparer. Se préparer, ça n'est pas dépenser son énergie en tous sens. Voilà, exactement. Vivre, c'est aussi vivre, c'est aimer, c'est être avec les gens qu'on aime, c'est faire du lien, c'est aller dans la mer, voir la montagne. Parce qu'ils nous font perdre du temps, et le temps et l'énergie vitale, je veux dire, c'est des choses qui ne reviennent pas, et c'est ça aussi. Est-ce que c'est, tu vois, donc toute cette énergie qu'on est en train de produire pour essayer de contrer, est-ce que c'est utile de contrer si on peut accompagner le changement, tu vois? Là aussi, c'est de voir la dynamique un peu comme en aïkido où on accompagne un mouvement pour le. J'étais en train de penser aux arts martiaux quand tu as dit ça. Tu as tout à fait raison. C'est pas la peine aujourd'hui de combattre ceux qui ne s'est pas encore déclaré. Par contre, il va falloir savoir être réactif quand quelque chose va nous être proposé qui évidemment n'ira pas dans le sens de la population. Et là, hein, l'idée, c'est pas d'aller contre. Dans l'aïkido ou dans les arts martiaux que j'ai aussi pratiqués, on utilise l'énergie de l'autre, on prend l'énergie de l'autre pour la lui renvoyer d'une manière. Et c'est là, donc ce sera beaucoup plus une question là encore d'intelligence, d'adaptabilité, d'être là au bon moment, ensemble et au bon moment, plutôt que d'être tout le temps en train de combattre, effectivement. Mais je pense que les énergies changent par rapport à ça aussi. Tu vois, j'ai l'impression que maintenant, si tu ne fais pas attention à tes pensées bêtement, donc vu qu'on monte vibratoirement tous, on est en train de prendre conscience quand même, il y a une conscience collective qui est en train de monter, on le sent. Et j'ai l'impression que cette conscience collective ne te donne plus le choix. On est un peu comme dans un entonnoir. Tu vois, il y a le changement qui se profile et on n'a plus trop de choisir à gauche ou à droite. Non, tu dois choisir l'accompagnement. Tu vois? Et donc ici, pour le moment, on ne sait pas faire grand-chose que d'accompagner le mouvement. On est en train d'accompagner, comme le centième petit sage, là, tu vois, un peu cette idée de. On a fait le chemin et puis maintenant, il y a tout le monde qui nous accompagne de plus en plus. Tout à fait. L'intérêt aussi par rapport à ce que tu dis, de ne pas suivre les dossiers trop sur le terrain. En aviation, on dit on fait du radada quand on vole, tu sais, très très près du sol. Alors c'est extrêmement fatigant, hein, parce que tu imagines, il faut être vigilant sur tout, les poteaux, les lumières, les machins, les trucs. Il faut donc c'est extrêmement fatigant. Et quand tu veux pas te fatiguer et arriver à la hauteur, tu te mets à la bonne altitude. Tu vois également tout ce qui se passe en dessous. Tu commences en plus à profiter de la beauté du paysage. Soleil, toutes les chances d'arriver à bon port. On est un petit peu là-dedans. Oui. Eux, ils essaient de nous épuiser en nous radada. Oui. Donc, on agite des premiers ministres, on agite des politiques, on agite des vols de bijoux, on agite, et on serait censé à chaque fois faire oh mon Dieu, quelle horreur, oh là là, c'est pas possible. Mais ça ne fonctionne plus comme avant. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est tout de suite, c'est ridiculisé. Alors bon, ils sont toujours sur la toile en train de ridiculiser, mais ça va beaucoup plus vite que le temps de compréhension est raccourci. Tu te rappelles que 11 septembre, il a fallu des lustres avant qu'on se rende compte que c'était une manipulation. À l'heure actuelle, les bijoux du Louvre, mais c'est tellement amusant. Enfin, moi, j'en rigole, hein. Je me dis, mon Dieu, mais ils y vont tout le temps plus fort. C'est cette grande illusion, là, tu vois. On dirait qu'on nous oblige à ouvrir les yeux et à comprendre le mécanisme tout le temps plus vite. Tout à fait. En tout cas, on voudrait une puissance essaierait de nous faire comprendre dans quelle manipulation nous sommes, elle ne s'y prendrait pas autrement. Hein. Donc, il y a peut-être des qui essaient de nous faire comprendre. C'est ça. Voilà, moi je vois ça aussi comme ça. À toute face, à toute pièce, il y a la face négative, la face positive, quoi. Bien sûr. C'est l'apocalypse au bon sens. C'est la révélation de tout ce qui n'allait pas et qui va nous permettre de choisir de vivre autrement. Mais donc quand même se protéger un peu des excès de la télévision, de tous ces éléments. Je pense qu'il y a encore des personnes qui sont quand même beaucoup dessus, dans la réactivité, mais qu'on évoquait tout à l'heure, qui peut être un signe de trauma en plus.
Voilà. Donc, attention à ça aussi. Oui, d'être plus dans la matière, de profiter quand même encore de la lumière du jour, du soleil, d'être dans l'observation de ce qui nous entoure, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on a beaucoup de leçons à tirer de l'observation aussi. Je me rends compte qu'on est moins manipulable quand tu observes la nature et que tu comprends le mécanisme universel de ce qui se passe, les lois universelles, je vais dire. C'est important de pouvoir le visualiser, que rien, en fait, finalement, n'est bon ou mauvais. Oui, il y a la construction, la destruction, ça fait partie d'un système. Et donc, c'est pas de choisir un ou l'autre. Enfin, c'est de dire que les deux cohabitent, mais c'est de dire où je me positionne, moi, dans ce système. C'est prendre la décision. Les deux cohabitent, mais on est quand même là dans à mon avis, un combat spirituel dans lequel il y en a un qui essaie de gagner sur l'autre et quand même, si on veut rester humain, même si à un certain niveau, si tu veux, extrêmement, comment on pourrait dire ça, extrêmement élevé au niveau philosophique, spirituel, on peut considérer que le bien et le mal, ou la destruction et la construction sont deux systèmes qui se font travailler l'un et l'autre mutuellement, tu l'as expliqué. Mais si c'est une rotation. Au niveau humain, si tu redescends à un niveau, quelquefois ce qui est valable, ça c'est très bouddhiste, ce qui est valable à un certain niveau ne l'est pas nôtre. Donc, à un certain niveau on pourrait dire eschatologique, le mot que je cherchais qui ne me venait pas à l'esprit, mais à un niveau humain, quand on voit toute la souffrance que les gens ont déjà connue et toutes celles qu'ils peuvent connaître, je pense que choisir le bien va quand même être une absolue nécessité, à ce niveau-là en tout cas. Parce qu'on a ce rôle-là à jouer, hein. Je pense qu'on n'en a même pas à se poser la question. Si tu écoutes le fin fond de ton cœur, tu sais où tu te situes. Donc d'office, on te demande de t'écouter le plus profond. Enfin, mais attention, excuse-moi, je reviens quand même un instant sur la perversion. N'oublions pas qu'il nous présente toujours les choses comme si c'était pour faire le bien, alors que c'est pour faire le mal. C'est ça, discernement. Dernier exemple, le projet EVAR se présentait comme un moyen de protéger les enfants d'éventuels prédateurs, alors que c'est tout le contraire. Avec l'effraction psychique qui risque d'être provoquée chez un grand nombre d'entre eux, ils seront plus que jamais accessibles, malheureusement, à d'autres adultes. Donc, n'oubliez pas qu'on nous toujours, c'est toujours pour notre bien. Là, hier, je discutais avec une éleveuse de bovins en France, quelque part en France, je ne vais pas dire où parce que je la protège aussi, mais qui nous expliquait qu'on leur a dit que, étant donné, je crois que je ne voudrais pas dire de bêtises, il y a peut-être 16 000 têtes de bovins en France, je ne sais pas si je ne me trompe pas de zéro, donc je ne dis pas ça, mais bref. On leur dit que pour sauvegarder l'intégralité du cheptel bovin en France, eh bien, il est bon de tuer tous ceux qui ont la dermatose, machin chose. C'est-à-dire que, voilà, il faut être capable de sacrifier un certain nombre d'animaux pour qu'on puisse sauver le troupeau. Voilà encore un bel exemple. Sûr, évidemment, qui est derrière et qu'il faut. Voilà. Totale. Visiblement, cette dermatose, elle n'est pas du tout nocive pour l'homme, ça n'est pas une zoonose, et elle pourrait visiblement se traiter de manière beaucoup plus douce. Il n'y a pas de raison de tuer les animaux pour autant. Dis ça. Alors évidemment, les agriculteurs n'ont pas le temps de passer leur temps à faire des recherches scientifiques là-dessus. On leur dit, ils ne peuvent pas imaginer là encore que les scientifiques d'État puissent leur dire des choses qui ne sont pas justes et qui sont en plus dans un mauvais objectif. Donc voilà, n'oublions pas cette perversion rampante et permanente qui conduit sans arrêt à nous dire qu'on fait les choses pour notre bien. Il faut déjà démasquer ça. Non, ils ne font pas les choses pour notre bien. Absolument pas. C'est même la plupart du temps tout le contraire. Une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à réfléchir. Oui, c'est ça. Oui. Mais tu fais bien de repréciser, de le remettre en avant, c'est important pour que les auditeurs se rendent compte qu'il faut toujours utiliser le discernement et de voir à qui profite le crime. D'office, se poser toujours la question à qui profite le crime. C'est exactement la bonne question à se poser. En fait, à qui ça profite vraiment cette politique-là? Parce que ce n'est pas toujours un crime. Hein. Enfin, là, non, en fait, ça c'est là. Oui. On ne nous présente pas comme un crime, on nous dit non, c'est juste une protection pour le restant du troupeau. Ah bon? Voilà, comme je disais à cette éleveuse, quand on sait que le programme au niveau européen a prévu une diminution de 30% du cheptel bovin à l'horizon 2030, on peut regarder ces politiques-là autrement. Je pense que maintenant, la plupart des éleveurs sont au courant, en tout cas au niveau des syndicats, pas toujours sur le terrain. Et c'est le terrain qui va réagir.
C'est pas nécessairement toujours au sommet. Hein. Oui, on a besoin de rester dans la vérité, comme tu disais si bien. Je veux dire, garder vraiment les écoutilles bien ouvertes et bien alertes quand même, de savoir où on se situe dans l'histoire et dans le narratif. On va revenir sur ton livre. Hein, donc, je vais remettre la petite photo du livre. Et donc, voilà, donc tu nous as présenté un livre sur la gouvernance perverse, hein, la décoder et s'en libérer. Donc c'est aux éditions Résurgence, hein, Marco Belge, hein, des éditions exactement, liégeoises même, liégeoises. Ah ben, je savais pas que c'était moi. Mais oui, je serai en Belgique à la fin du mois de janvier. Je suis très gentiment invitée le 31 janvier pour une table ronde avec plusieurs autres personnes. Je ne sais pas qui organise, je ne sais plus. D'accord. Mais... écoute, voilà, ce sera bien de nous tenir au courant, parce que les petits Belges seront vraiment ravis de venir t'écouter, puisque tu es toujours de très bons conseils. Je te remercie pour le travail que tu fournis, pour ta gentillesse, pour ton écoute, pour l'échange que tu nous as permis d'avoir aujourd'hui. Et j'encourage vraiment les auditeurs à faire une introspection, à savoir où ils en sont, d'arriver à accepter parfois que nous sommes victimes de traumas, qu'il faut pouvoir mettre en place des choses pour éviter de s'enfoncer et peut-être de garder justement ce discernement qui va être nécessaire. Plus on avance et plus ça va être nécessaire, puisque le combat n'est pas terminé. Enfin, la lutte, j'aime mieux ce mot, la lutte n'est pas terminée. Un tout grand merci Marion. Merci beaucoup. À toi. Merci beaucoup. À bientôt. Et merci à tous qui nous ont écoutés. C'est gentil. Merci. Au revoir.